sur la présentation de Jérôme Rossi consacrée à Jean Boyer et Georges Van Paris du théâtre-cinéma. Alors Jérôme, tu es maître de conférence en musicologie à l'Université de Nantes, tu es membre du CAFI, Centre Atlantique de Philosophie, et tu es chercheur associé à l'UREMUS. Tu as écrit pas mal d'ouvrages, des articles consacrés à la musique post-romantique, au lien entre musique et cinéma. Et tu viens de publier un ouvrage sur l'analyse de la musique de film chez Symétrie. Et en parallèle, tu composes régulièrement des musiques pour le cinéma et la télévision. Je te laisse la parole. Merci Marie. Alors, Prends la route de Jean Boyer et Georges Van Paris, c'est Une femme par jour de Jean Boyer et Georges Van Paris sur un livret de Serge Weber, sont les seules opérettes cinématographiques réalisées par Jean Boyer et intégralement mises en musique par Georges Van Paris. Voici ici la totalité de leur filmographie en duo. Alors, il y a deux autres opérettes cinématographiques, La Romance de Paris et Frédérica, qui sont aussi deux autres opérettes du tandem, mais dans ces cas-là, les paroles et musique des chansons sont de Charles Trenet. Boyer a également réalisé d'autres opérettes avec d'autres compositeurs comme René Silviano ou Paul Misraki. Prends la route et Une femme par jour donc, sont les deux opérettes intégralement réalisées par Boyer et Van Paris, mais elles ont un statut différent au regard de leur adaptation cinématographique. Une femme par jour a été montée sur la scène, où elle a connu un grand succès, tandis que la première, et là je vais revenir là-dessus, mais qui était initialement conçue pour la scène, n'a jamais connu en fait les feux de la rampe. Donc deux opérettes conçues pour être montées pour la scène, mais seule la deuxième a été vraiment montée et a connu un grand succès. Alors je vais d'abord présenter le contexte de création et l'accueil critique de ces deux films, Prends la route et Une femme par jour, 1937 et 1949. Accueil critique dont on va voir qu'il diffère sensiblement, un phénomène que j'essaierai de comprendre en examinant de plus près les stratégies de remédiation cinématographique des deux opérettes, de la scène vers l'écran. Alors, je me consacrerai ensuite, donc après ce contexte, aux remédiations purement musicales. Pardon, oui, je fais d'abord les remédiations musicales et ensuite les remédiations plutôt visuelles. Alors, je m'appuie pour cela sur les versions manuscrites des deux opérettes sous forme de partition piano-chant que j'ai pu consulter chez Nathalie Van Paris, d'une captation pour la télévision de la version théâtrale d'Une femme par jour, et ainsi que sur les deux films qui ont été édités en cassette VHS chez René Château. Alors, je vais d'abord parler de la genèse et de l'historique de ces deux œuvres. Ces deux opérettes, d'abord pour les situer un petit peu rapidement, s'appuient sur des ressorts narratifs proches. Dans les deux cas, un jeune homme, Jacques dans Prends la route, Guy de Carentrec dans Une femme par jour, sont des jeunes hommes riches qui ont un penchant pour le libertinage. Le vaudeville n'est pas loin. Pour des raisons liées à l'argent, les femmes qu'ils fréquentent sont en ménage avec des hommes bien plus vieux qu'elles. On a le couple Dupont-Dreyfus et Vanda pour Jacques, et Alibet, qui est un prince, plutôt un émir oriental qui a 7 femmes. Et à chaque fois, Jacques et Guy flirtent avec ces femmes-là. Cependant, la famille des deux jeunes hommes, Jacques et Guy, ont des projets de mariage pour lui sous peine de le déshériter. Le père de Jacques, en accord avec la tante Gogotte, souhaite qu'il se marie avec Simone, tandis que la tante Hermine, la tante de Guy, souhaite que Guy se marie avec Sabine. Précisons dans les deux cas que Simone et Sabine sont deux jolies jeunes femmes qui tombent immédiatement amoureuses de la personne qu'on leur prédestine. Elles sont amoureuses de Jacques et de Guy, donc tout va bien, si ce n'est qu'il va falloir donc que Jacques et Guy mettent fin à leur libertinage et aiment d'amour Simone et Sabine, ce qui va être le cas à chaque fois. C'est-à-dire que ces deux jeunes femmes qu'on leur prédestinait, finalement, il se trouve qu'il les a choisies, non pas par volonté familiale, mais parce qu'elles sont arrivées dans leur vie et qu'il en est tombé amoureux. Dans les deux cas, un personnage auxiliaire va servir plus ou moins malgré lui d'entremetteur. C'est Poto Poto,
du nom de la moto, hein, Poto 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 Poto, joué par Tabet, parce qu'à chaque fois Jacques et Guy sont joués par Jacques Pils, et donc dans le premier Prends la route, Poto Poto, c'est joué par Georges Tabet, et dans le second, Léon, c'est joué par Duvallès. Voilà pour les intrigues globales. Au début du mois de novembre 1935, Boyer et Van Parijs se mettent à l'écriture de ce qui va devenir Prends la route. L'œuvre est pensée comme une opérette à grand spectacle. Et voici le résumé du synopsis par Georges Van Parijs. Donc voilà, je ne vais pas le lire entièrement. Hein. Au départ de Paris, plusieurs personnages qui ne se connaissent pas se préparent à rouler vers la Côte d'Azur. Et voilà le... Et tout le monde se croise toujours sur la route, donc c'est comme ça que les personnages vont faire connaissance. Tout cela, à chaque fois, mène à des finales d'actes où tout le monde se trouve réuni. Le projet est d'abord nommé National 7, hein, et il intéresse Émile et Vincent Isola qui pensent à leur donner les deux garçons, c'est les frères Isola, hein, qui avaient pignon sur rue à cette époque, qui avaient possédé plusieurs théâtres, et ils pensent donner les rôles scéniques des deux garçons à Georges Milton et Henri Garat. Ils prévoient de donner l'opérette à Mogador ou au théâtre Sarah Bernard. La première chanson terminée est « Il y a toujours un passage à niveau », chanté par le personnage de Poto Poto. À la fin du mois de décembre, à la fin du mois de décembre 1935, la partition est pratiquement achevée, mais le projet est abandonné au début de l'année 1936 à la suite du dépôt de bilan des frères Isola. L'affaire sera néanmoins relancée au mois de juin 1936, quand Raoul Ploquin, co-réalisateur d'Un mauvais garçon avec Jean Boyer, offre à ce dernier de produire un nouveau film. Boyer propose National 7, renommé pour l'occasion Prends la route, car il existait une comédie déjà appelée National 6. Le tournage débute en septembre 1936 avec en vedette Pils et Tabet, ainsi que Claude May, qui venait de tourner une autre opérette cinématographique, Toi c'est moi, en trio. Donc avec les trois, Pils, Tabet et Claude May. Le film est projeté pour sa première le 2 février 1937 et recueille absolument tous les suffrages. Incontournable référence, Le chemin du paradis est souvent cité pour offrir un point de comparaison avec Prends la route. Je ne vais pas citer tout ce que j'ai pu avoir comme presse, mais voilà par exemple, vous tous que Le chemin du paradis avait enchanté, vous prendrez un même plaisir à la vue et l'audition de cette opérette. Tout ce qu'on peut glaner sur la route de pittoresque et d'aimable, le metteur en scène s'en est souvent servi avec fantaisie et toujours avec goût. La partition de Van Parijs contient des airs populaires qui, grâce à Pils et Tabet, on voit l'importance des vedettes pour porter les chansons, deviendront vite populaires. Il y a un autre article aussi qui s'appelle Le chemin du paradis des automobilistes. Alors, c'est au début de l'année 1943 que Jean Boyer et Georges Van Parijs se mettent au travail de l'autre comédie musicale sur laquelle je vais parler. Elle est appelée d'ailleurs comédie musicale au départ, hein, par Van Parijs. Donc, Une femme par jour, dont là, Jean Boyer ne rédige que les couplets des paroles, puisque le livret est de Serge Weber, fils de Pierre et père de Francis. L'œuvre sera donnée aux Capucines lors de la réouverture du théâtre des Capucines en avril 1943. Jacques Pils est envisagé pour tenir le rôle titre dans l'opérette, mais il renonce finalement. Van Parijs avance une raison de cabotinage, car Pils voulait avoir la tête d'affiche. Or, les rôles sont très partagés dans Une femme par jour. La pièce connaît un très très grand succès et sera par la suite reprise à l'Alhambra en juillet 1945, à l'Étoile en 1946, toujours avec autant de succès. On loue notamment la partition allègre de Van Parijs qui porte la marque d'un véritable musicien dont la sensibilité et l'humour s'accordent et se complètent parfaitement. On en goûte la fraîcheur et le piquant comme un bon champagne bien frappé. Le film, tiré donc d'Une femme par jour, est lui tourné du 21 mai au 26 juillet 1948. Et il sort à Paris, il sort un petit peu avant en province, mais il sort à Paris le 23 février 1949. Et alors, contrairement à la réception de Prends la route du film, et contrairement à la bonne réception de l'opérette, c'est plutôt une mauvaise réception critique. Je vous en lis un tout petit peu le début. Avant d'affronter, on fait là vraiment référence à l'opérette, avant d'affronter la caméra, d'affronter. Une femme par jour a fait les beaux soirs du mouchoir de poche qui sert de scène aux Capucines. Sa transcription pour l'écran n'a pas augmenté le format du mouchoir. Elle l'a seulement tendu verticalement pour permettre la projection. Sous le générique, on peut lire film opérette. C'est là sans aucun doute le principal mérite de Jean Boyer que d'avoir pris le taureau par les cornes. Donc l'opérette est donc en 1948 un genre dont il faut prendre le taureau par les cornes. Et elle se trouve remise en question même dans ce qui fait sa spécificité. La poésie, en effet, en tout cas c'est ce que je pense, d'une opérette, naît souvent de l'absence de justification de la source diégétique. On ne voit pas d'où vient, les personnages se mettent à chanter comme ça,
sans qu'il y ait de source végétique. Et là, vous voyez que le journaliste se plaint donc de la raison pour laquelle l'opérette, il se plaint de la raison d'être même de l'opérette, puisqu'il déplore « Aucun orchestre surgi d'une trappe ne vient donner une apparence de justification au refrain, généralement heureux, qu'a composé von Paris. C'est une opérette simplette, avec toutes les conventions toujours joyeuses et parfois désuètes que ce genre comporte. » Alors bien sûr, les temps ont un petit peu changé, il y a 12 années qui séparent Prends la route d'une femme par jour, c'est pas non plus les mêmes sujets, hein. Prends la route, c'est quand même un sujet un peu plus moderne que le sujet du harem qu'on va avoir dans Une femme par jour. Voilà, Danielle Godet, celle qui joue Sabine, considère, dans ses mémoires, qu'elle a fait une erreur en acceptant de jouer dans le film, qu'elle range dans la catégorie des films de série B. Hein. Elle cite un critique qui dit qu'elle a bien du mérite dans son rôle de ne pas avoir l'air d'une dinde. Et même Jacques Pils ne fait plus recette, un journaliste lui conseille de faire un quart d'heure d'exercice devant sa glace pour s'apprendre à grimacer moins. Donc on sent que là, l'opérette n'est plus tout à fait de sainteté. Alors on va donc étudier maintenant en détail les processus de remédiation, musicaux et extra-musicaux, pour essayer de comprendre ces divergences de réception entre les deux opérettes, tout en gardant à l'esprit qu'elles ont donc des sujets différents et que 12 ans les séparent. Donc j'en viens maintenant aux remédiations musicales. Alors, on a déjà parlé du dégraissage, j'aime bien la formule effectivement, quand on passe de l'opérette au film. D'abord, c'est une question de durée, hein, puisqu'en moyenne, une opérette, on est plutôt sur 2h, 2h30, alors sur un film, on est plus sur 75-90 minutes. Par exemple, la pièce de théâtre, Ciboulette, l'opérette de Reynaldo Hahn, fait 2h30, là où le film d'Othon Lara fait 75 minutes. Hein, pour les deux films, donc on a 75 minutes pour Prendre la route et 90 minutes pour Une femme par jour. Mais ça reste toujours bien en deçà des 2h30 en général des opérettes. Le format donc raccourci du film impose de privilégier certaines scènes au détriment de l'approfondissement des personnages secondaires et bien sûr d'un certain nombre de chœurs et de chansons. Il y a aussi, par exemple, dans Une femme par jour, il y avait un entracte, des musiques d'entracte avec des chœurs d'entracte qui disparaissent, effectivement, on n'en a plus besoin. Enfin, pour la musique spécifiquement, le passage de la scène à l'écran fait surgir un nouvel usage. Au lieu d'accompagner les danses et les chants, la musique se met à accompagner les personnages dans leurs dialogues et leurs déplacements. Hein, ça devient de la musique extradiégétique qu'on n'a pas du tout. On n'a pas vraiment de passage mélodramatique dans les opérettes à l'époque. Hein, les dialogues sont vraiment entendus de manière très crue, c'est très rare qu'ils soient accompagnés. Et donc là, effectivement, la musique se met à accompagner les personnages dans leurs dialogues et leurs déplacements sous la forme d'une musique extradiégétique. Et d'ailleurs, on voit des recyclages de musique qui devaient servir, je vais en parler après, de danse, dans les opérettes et qui servent là de musique extradiégétique pour servir d'ellipse, hein, de transition. Donc je vais maintenant étudier les trois principales catégories de musique dans les remédiations filmiques, c'est les chœurs, les chansons en solo ou en duo et la musique extradiégétique. Alors en ce qui concerne les chœurs, il est courant que les actes d'opéra ou d'opérette comprennent des chœurs, on serait plutôt sur le modèle donc, de Maurice Yvain. Hein. Donc on a des chœurs pour des raisons à la fois de symétrie au niveau structurel. Hein, le chœur fait une délimitation claire, il ouvre un acte et il termine un acte, mais aussi pour une question de brio. Hein, les finales d'actes mobilisent généralement tout le monde sur scène dans une logique d'accumulation et d'aboutissement. Et alors, dans les deux opérettes, hein, dans Prends la route et Une femme par jour, on trouve des chœurs, alors vous les voyez ici, hein, là vous avez des chœurs tout le temps, en début d'acte et en fin d'acte. Et on voit que dans les deux films, non seulement on retrouve la structure bipartite des pièces dont ils sont issus, mais les deux opérettes filmées reprennent la fonction de structuration et d'aboutissement des chœurs. Le principe des chœurs en fin d'acte, de premier et deuxième acte, est toujours respecté. Hein. Seuls les chœurs de début de la seconde partie de Prends la route et du début de la première partie de Une femme par jour sont supprimés. Mais les chœurs ne sont pas cantonnés aux parties extrêmes des actes, et l'on en trouve, à la fois dans les opérettes et dans les films, on trouve de nombreux passages chorales. Dans la remédiation cinématographique, deux principes de sélection pour la conservation des chœurs peuvent être dégagés. Soit ils se situent en fin de chanson, par exemple dans la chanson Prends la route, juste à la fin, tout le monde se met à chanter. C'est aussi le cas de la chanson Une femme par jour à la fin, donc le chœur intervient juste à la fin, voilà, tout le monde chante juste une ou deux phrases hein, qui servent de conclusion. Voilà une première règle de conservation des chœurs, et puis on en trouve aussi quand ils participent directement à l'action des films. Quand c'est intégré dans l'action des films, on conserve les chœurs de l'opérette à l'opérette filmée. Ainsi, par exemple, le quatuor à 4 voix, ça c'est très intéressant, du début de second acte de Prends la route, est supprimé
parce que dans le film, il n'est pas lié à l'action. Vous voyez, c'est ici. Le chœur, en fait, exprime comment les personnages ont eu un accident à cause de Poto qui les a doublés, parce qu'ils cherchent toujours à récupérer des contrats d'assurance, et donc il les double en voiture et il les fait aller dans le décor. Voilà, et donc chacun prend la parole, c'est la tuile, on va dans le décor tout droit. Bien sûr, tout ça est supprimé dans le film, et on voit simplement, en une scène spectaculaire, un accident de voiture. Donc on préfère montrer les choses, plutôt que de les faire s'exprimer via le truchement d'un narrateur secondaire que serait Secker. Alors, il y a beaucoup d'autres exemples que je ne vais pas avoir le temps ici de développer. Je parle maintenant de la musique même des chœurs. Hein. Dans la plupart des cas, on n'a pas affaire à des chœurs de type Meyerbeer, à des grands chœurs. Hein. La polyphonie chorale, dans les opérettes initiales, reste assez sage. On a des alternances de soli et puis des formules chorales en homorythmie. Généralement, ces formules chorales interviennent plutôt à la fin des morceaux. Mais on trouve quelques exceptions, comme par exemple ce magnifique final de Une femme par jour. Hein, c'est le final ou c'est... Non, pardon, je crois que c'est plutôt le début du second acte. Hein. Où là, vous avez une partition assez importante. Alors là, j'ai mis un tout petit... Vous avez vraiment trois parties vocales très importantes, mais ce sont plutôt des exceptions, mais je vous le passe quand même. Donc on est sur Une femme par jour. Eh bien, et moi, on dit à ton compte, il n'est pas jour pour vous, moyen ou quoi, pas le monde raconte. C'est les femmes d'Alibet qui se plaignent de ne pas passer assez de temps avec lui. Il n'y a pas de mon compte, ne niez pas, je vous en raconte, ça ne compte pas. Ça n'est pas de mon compte, non, ne niez pas, ça n'est pas. On est le compte, je vous le dis, on est le compte, on compte à demi. On le compte, on fait la vie, qu'est-ce que la chaîne de chez Bernie, qu'est-ce que la compte, on prend la vie, on compte à demi, on fait la vie, on le sent, donc les femmes d'Alibet qui se plaignent de ne pas pouvoir passer assez de temps avec Guy, parce que forcément il y a eu un contrat entre Alibet et la tante Hermine pour pas que celui-ci trompe Alibet avec ses 7 femmes. Mais vous voyez donc un passage vraiment de polyphonie chorale, c'est très rare, hein. Il n'y a vraiment qu'à ce moment-là. Maintenant je vais parler des chansons. Celles-ci font aussi l'objet de sélection, parce qu'on ne les retient pas toutes, et là pour moi je peux expliquer ce choix avec 2 raisons principalement. D'abord, le vedettariat, le fait de les resserrer sur les vedettes, en fait, sur 2 ou 3 vedettes maximum. Et puis enfin, la tendance à se concentrer sur juste quelques chansons phares. Hein. À la 10 ou 12e de chansons qu'on peut avoir, on va plutôt privilégier 3 ou 4 chansons qui vont être répétées sous différentes formes. Du côté des acteurs, au-delà de leur temps de présence à l'écran, donc le nombre de chansons qui est chanté est révélateur souvent de l'importance qu'on leur accorde. L'une des tendances fortes de cette seconde partie des années 30 au cinéma, c'est le développement des films, puis même après des opérettes, c'est le développement des films de chanteurs. Hein, on va vraiment composer de plus en plus des opérettes pour 1 ou 2 chanteurs. Donc ainsi, si au départ les 2 opérettes scéniques sont conçues pour une troupe avec beaucoup de personnages, le passage au cinéma montre une tendance à privilégier un couple d'interprètes vedettes. Donc c'est le cas de Pils et Abeille, si vous voyez, j'ai comparé leur nombre de chansons. En orange, c'est dans l'opérette, et en bleu, c'est dans le film. Ça, c'est pour Prendre la route, et ici, c'est pour Une femme par jour, où là, il n'y a qu'une seule vedette, hein, c'est Jacques Pils. Donc, on peut voir ici la part clairement plus importante que prennent les ou la vedette dans la remédiation des opérettes vers les films. Alors là, c'était tous les tableaux, mais voilà, je vous fais grâce d'une description minutieuse. Il faut aussi donc noter. Donc ça c'est le premier point, la vedettariat, et le deuxième point c'est le fait de privilégier quelques chansons. Et donc on va noter une circulation très active des chansons, dont on adapte les paroles en fonction de la situation. Les mêmes chansons reviennent, mais les paroles sont adaptées au fur et à mesure qu'elles sont déclinées. Et donc je vais vous montrer comment la chanson « À mon âge » revient à plusieurs reprises, d'abord chantée par Pils, ici, puis ensuite chantée par Pils et Simone, et elle fait même l'objet d'une petite réplique d'un des personnages, qui dit « à mon âge ». L'argent ne vous tient pas aux mains, on fréquente les là on est à 6 minutes, on se couche très tard, on se moque du tiers comme du quart. À mon âge, au conseil, à votre âge. À votre âge. Attendez, j'attends une loterie, fait qu'on n'est pas seul. Si vous regardez bien, il a mis une petite pause. À votre âge. J'attends une loterie, fait qu'on n'est pas seul. Combien d'heures?
Une phrase, seul l'amour qui nos pas un orage. Là, on est à peu près à 1h10. Extraordinaire. La chanson qui sert à une scène. Et puis vous avez des pilotes. La même chanson revient, mais avec des chansons différentes. Voilà. Et ça, c'est une technique qui est énormément utilisée. Hein. C'est vraiment l'idée de resservir la même chanson, de privilégier la chanson, mais elle a des paroles différentes. J'en viens maintenant à la musique extra-diégétique. Si l'humour est porté quand même essentiellement par le dialogue et les chansons, il n'est pas totalement absent de la musique, notamment sous la forme de quelques Mickey Mousing. Van Parijs n'était pas très fan des Mickey Mousing, mais on en trouve quelques-uns, comme par exemple, là c'est très amusant, vous avez le thème de « Il y a toujours un passage à niveau » au moment où il déchire le contrat d'assurance, avec une trompette wah-wah. Mickey Mousing, c'est quand on imite un geste par de la musique. Je m'en gêne pas, ça, madame. Le mouvement des pages qui descend, voilà, un petit bout de musique extra-diégétique assez amusante. Mais bien sûr, les tâches principales de la musique extra-diégétique, et il y en a énormément. Hein. C'est d'ailleurs Van Parijs en fait marque ça dans ses mémoires, hein, il passe 3 semaines à faire de la musique extra-diégétique par rapport aux chansons. Donc ça prend beaucoup de temps. Les tâches consistent à rythmer l'action et à assurer une continuité aussi entre dialogue et les chansons, pour renforcer la cohérence du monde de l'œuvre en s'appuyant sur les chansons transformées en thèmes instrumentaux dans la musique extra-diégétique. Alors là, je vous ai mis un petit tableau. Là, vous voyez les chansons ici, quand on ne sait pas où on va, à mon âge, prend sur la route. Vous voyez qu'elles sont toujours chantées à un moment, ici. Et puis, mais par contre, sous la forme de thèmes instrumentaux, elles parcourent, elles inondent, elles irriguent absolument le film. Pour moi, on peut vraiment... Tantôt, elles sont entendues avant les chansons, hein, c'est une anticipation. Tantôt, elles sont entendues après, hein, comme une sorte de réminiscence. Elles se comportent vraiment comme des leitmotifs, parce qu'elles véhiculent à chaque fois une signification qui leur a été donnée lorsqu'elles ont été chantées, ou lorsqu'elles seront chantées. Donc, elles ont une signification qu'elles véhiculent dans le film, et comme les leitmotifs, on trouve elles ont beaucoup de récurrences, hein, elles reviennent 6, 7, 8 fois, et en plus, elles se prêtent à des combinaisons. Je vais juste avoir le temps de vous en montrer une seule, mais c'est par exemple dans Une femme par jour, il y a une chanson qui s'appelle « Je serai celui-là »,« Je serai celui-là ». Voilà, une chanson qui montre qu'en fait, Guy, il sera tous les hommes que les 7 femmes veulent... Voilà, à 7 femmes différentes, il pourra faire correspondre un type d'homme. Voilà, donc c'est une chanson qui montre bien le libertinage. Et alors c'est intéressant parce que quand il veut posséder Sabine au début, la chanson, elle s'acoquine, enfin, elle se juxtapose avec « Je serai celui-là » avec « Une femme par jour ». Hein, donc là, on est vraiment dans la volonté. Il la considère comme une femme de harem dont il veut se servir. Quels ordres? Les ordres... Musique extra-diégétique. Ta 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 ta, une femme par jour, ça c'est une femme par jour, hein, là. Et après ta 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 ta, je serai celui-là. Bref, là on a la chanson. Voilà. Et vous avez un tout petit peu après, à la fin du film, cette fois la chanson Je serai celui-là est couplée avec la chanson Merci. Merci du fond du cœur, je vous dis merci. Et cette combinaison-là, elle intervient au moment où il sera celui-là, il sera l'homme de cette seule femme-là, parce que Merci, c'est la chanson de la rencontre de séduction entre les deux. Et donc cette combinaison marque la reconnaissance du caractère unique de Sabine et de son souhait, parce qu'à la fin, c'est plus une femme par jour, c'est sa femme par jour. Voilà. Je passe, mais c'est aussi très intéressant de voir cette musique extra-diégétique qui a vraiment une signification en fonction des moments. J'en viens maintenant aux remédiations qui sont très, très intéressantes, aux remédiations extra-musicales purement visuelles. D'abord, l'ouverture. L'ouverture constitue l'un des emprunts les plus directs du cinéma au spectacle scénique. C'est un élément qui permet de marquer aussi tout de suite une différence très nette entre les deux films.
Là maintenant, on va voir que... Parce que ce que j'ai montré jusqu'à maintenant, c'est qu'il n'y a pas de différence au niveau musique entre les remédiations de Prends la route et Une femme par jour. En gros, ce sont les mêmes stratégies d'un point de vue musical sur les chœurs, les chansons et la musique extra-diégétique. Maintenant, c'est plutôt au niveau de la mise en scène visuelle qu'il va y avoir vraiment des différences. Alors, par exemple, dans les ouvertures, dans les stratégies d'ouverture, vous avez le générique Prends la route, où là, on voit des images incrustées sur une route, sur quelque chose de très dynamique, hein, des images en mouvement. Cette route, vous voyez, on voit le bitume, là, et cette route reflète les arbres, enfin, qui sont sur les bas-côtés. Donc, on a tout de suite affaire à quelque chose de très dynamique. De l'autre côté, vous avez le panneau de Une femme par jour, qui est vraiment, vous voyez, très sagement inscrit dans un panneau qui fait évidemment signe vers un rideau de théâtre. Hein. Vous avez ici très clairement les parures de chaque côté. Donc déjà, une première chose sur la différence, quelque chose de très dynamique d'un côté, de l'autre côté, quelque chose qui s'inscrit plutôt dans un plan fixe. Concernant maintenant la danse, donc j'en ai dit un tout petit peu quelque chose tout à l'heure, c'est-à-dire que dans les deux opérettes, il n'y a pas de danse. Hein. En réalité, dans les deux opérettes, vous avez des déplacements. Hein. Ici, par exemple, vous avez Pils et Tabet, on les voit un petit peu se déplacer, il y a un déplacement groupé, la caméra qui fait des petits travelling, mais voilà, on n'a pas de chorégraphie de danse, non plus dans Une femme par jour. Ce qu'on a juste dans Une femme par jour, c'est qu'on a 2 numéros où les femmes esquissent des numéros de séduction en dansant. Mais on ne peut pas pour autant parler de numéro musical chorégraphie. Hein. Donc dans les deux films, on a quand même une marginalisation, si ce n'est presque une exclusion de la danse. Hein. La seule chose, voilà, on a juste quelques mouvements, on va dire quelques mouvements de groupe avec des travelling. Dans les deux films également, on a des jeux de point de vue, hein, qui permettent un tout petit peu de prendre des distances quand même avec juste le point de vue très frontal qu'on peut avoir au théâtre. Par exemple ici, vous avez Simone qui voit la dispute entre Vanda et Jacques, et du coup qui comprend tout de suite, sans devoir exprimer dans un air, ce qui était le cas dans l'opérette, elle exprimait son désarroi dans un air. Là ici, il n'y a pas besoin, puisqu'elle comprend tout de suite la situation, et grâce à ce point de vue, on fait comprendre qu'elle est vexée, elle est humiliée et qu'elle parle. Hein. Là ici, vous avez ce plan assez amusant où vous avez la tante Hermine qui est en train d'espionner la complicité entre son ancien serviteur, Léon, et Jacques. Alors, c'est surtout dans les techniques de montage qu'on assiste à des choses, à vraiment une différence complète entre les deux films. Prends la route fait vraiment grand usage du montage alterné, avec une généralisation des montages alternés, ça veut dire il se passe plusieurs choses dans une même temporalité, hein, et on passe de l'un à l'autre. Avec une généralisation des volets latéraux, des volets centraux, des volets en parapluie. Hein. Le fait de pouvoir passer ainsi d'un personnage à l'autre s'avère très utile, car tous sont en train de se déplacer d'un point A vers un point B en même temps. Voici dans cette séquence très courte, vous avez un exemple. Il en a une belle du garçon, ça se comprend. Avec de pareils pourboires. Allez, allez. Voilà, parti. Voilà. Vous aurez à deux reprises, hein, ce genre de petite séquence-là. Dans le dernier tiers du film, un autre type de montage intéressant, vous avez une combinaison de montage parallèle et de montage alterné. Dans cette jolie séquence, autour de la chanson La Map Monde, on a d'abord Jacques qui chante la chanson à Simone, une chanson où il est dit qu'ils peuvent voyager dans leur chambre finalement. Montage parallèle, donc montage parallèle, c'est plus une association sémantique de deux choses. Vous allez voir un globe qui tourne, et ensuite montage alterné, on voit leurs poursuivants, ceux qui sont à leur poursuite, parce que le couple s'est enfui, il a enlevé. Pourquoi ne pas se permettre d'aller ainsi n'importe où? C'est à quelques centimètres, Montage parallèle. et ça ne coûte pas un sou. À nous les choix. Voilà, et montage alterné, en même temps, il y a leur poursuivant là, qui s'arrête à une pompe de voiture. Dernier exemple, la fin, hein, la révélation finale des deux portraits, combine en fait point de vue et montage alterné. Je me permettrai juste de la commenter. On est à la toute fin.
Ça, c'est une séquence qui est complètement rajoutée par rapport à l'opérette. Lui aussi. Donnez-moi tout ça, je ne connais plus rien maintenant pour mes affaires. Les deux personnages vont se rendre compte qu'en fait, ils ont chacun le béguin l'un pour l'autre, pour la personne qu'on leur destinait, en fait. Comment? Il a une guillotine. Lui aussi. Donnez-moi tout ça, je ne connais plus rien maintenant pour mes affaires. Mais lui, tout ça. Qu'est-ce que c'est? La musique est la même que celle de l'accident de voiture, la musique extra-diégétique. Oh, je suis appelé. Aussi important. Un dixième du nom, votre serviteur. Oui, un grand Montage alterné, là, hein. Point de vue. Point de vue. C'est bon. Voilà. Avec en plus un volet qui les monte. Voilà. Alors, ces montages alternés, parallèles, ces effets optiques de volet, tout ça donne beaucoup de dynamisme à prendre la route et sont totalement absents de Une femme par jour. Je ne vais pas avoir le temps, mais le dispositif filmique d'Une femme par jour est beaucoup plus statique, puisque vous avez, toutes les 5 minutes, un panneau, en fait un livre, vous voyez amusamment titré Conte de la 1002e nuit, et à chaque fois, ce panneau, ce chapitrage, en fait, fait référence donc au dialogue écrit, en fait. Hein. Donc ça donne un côté beaucoup plus statique, et vous n'avez pas du tout ces phénomènes de volet. Je passe très vite sur l'idée aussi que Prends la route est entièrement tourné à l'extérieur. Enfin, beaucoup de scènes sont en extérieur. Hein. D'ailleurs, avec sans doute des problématiques de tournage, peut-être qu'on aura le temps de les expliquer, hein, comment on tournait à l'extérieur avec des phonographes et tout ça, quand même, les techniques de playback et tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on y entend vrombir les moteurs. Voilà. C'est tout un documentaire hein, sur la Nationale 7. Et en même temps, on entend beaucoup de bruit, le bruit du vent, les klaxons. Van Paris aussi s'amuse à faire des tuilages entre des bruits et sa partition. Voilà. Alors que dans Une femme par jour, on n'a que des lieux clos, à l'exception de la piscine des princesses. On a le casino, la maison du prince Alibet et les chambres d'hôtel. Dernière chose aussi qui distingue beaucoup les deux films, c'est cette séquence de trucage, hein, qui fait vraiment penser à ce qu'on a dans Il est charmant, hein, où il y a des incrustations comme ça par transparence. Je vous la montre très rapidement. Hein. Voilà. Ces trucages-là qui sont vraiment cinématographiques. Hein. En attendant ce jour-là, à mon âge, on ne s'en fait pas. Là, les tableaux s'animent. À son âge, C'est le papa, ça. travailler, c'est retrouvera la fin. À son âge, j'étais d'état général. Vous pouvez parler, vous m'intéressez beaucoup. À mon âge, moi je m'en fous. Voilà. Alors, cette dynamique de surenchère dans l'invraisemblable, quand ça on remonte le temps, hein, est vraiment permise par les effets spéciaux, c'est tout à fait propre à l'écriture cinématographique. Alors, j'en viens à ma conclusion. D'un point de vue musical, les opérations de remédiation, donc de Prends la route et Une femme par jour, sont assez semblables. On conserve les chœurs comme marqueurs de la structure globale, on privilégie un nombre restreint de chansons, et il y a une grande importance de la partition extradiégétique. Les opérettes sont également toutes les deux marquées par une marginalisation de la danse, et puis des jeux aussi sur les points de vue. Toutefois, Prends la route est bien plus cinématographique qu'Une femme par jour. Les techniques de montage alterné, de montage parallèle, le recours au trucage, le filmage en extérieur, tout cela émancipe le film de son modèle théâtral. Présent dès l'ouverture, hein, les images en mouvement de la route, de l'autre un panneau de théâtre fixe, le contraste dans la remédiation des deux films est encore accentué par la présence de l'écrit, dans Une femme par jour, via les intertextes, hein, avec le dispositif du livre, et aussi le traitement des dialogues, où on retrouve un certain nombre de codes théâtraux. Hein, dans Une femme par jour, on a des déclarations de personnages en aparté, des commentaires qui émanent de narrateurs secondaires intégrés à la scène, jusqu'à l'épilogue, que je passe très rapidement, là, juste pour quelques secondes, jusqu'à l'épilogue d'Une femme par jour, où là on a vraiment ce regard caméra qui rappelle l'adresse des acteurs aux spectateurs. Non, ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Il est beaucoup plus gentil que vous le pensez. J'ai voulu simplement lui donner une petite leçon. Alors il m'a transporté dans sa chambre, le monstre. Elle était toute tremblante. Il m'a jeté sur son lit. Voilà, Oui, il espèce s'est passé la même chose. de confession comme ça aux spectateurs, on vous dit la fin, quoi. Hein. Alors, c'est sans doute à cette présence trop marquée du modèle théâtral
qu'il faut imputer les critiques défavorables de Une femme par jour, en dépit bien sûr de la musique toujours extraordinairement alerte et inventive de Van Parijs. En dehors des thèmes traités qui sont différents, le thème de la route est sans doute plus moderne que le harem, je l'ai déjà dit, la raison de ce traitement différencié des opérettes me semble surtout résider dans leur histoire propre. Prisonnière en quelque sorte de son passé de pièce à succès, Une femme par jour n'a pas joué la carte du cinéma comme Prends la route, opérette pour laquelle, quoiqu'initialement conçue pour le théâtre, toute la mise en scène était encore à inventer, elle n'est pas passée par l'étape de la création scénique. Ainsi, plutôt qu'évoquer la désuétude d'une forme, qui va encore connaître de beaux succès, je pense qu'il faut sans doute reconnaître que c'est dans une différenciation marquée d'avec le modèle théâtral que réside le succès d'une opérette cinématographique. Je vous remercie.